Monsieur Kélissi, bon, vous êtes président de beaucoup de choses, président du Centre régional de la propriété forestière, vous représentez la forêt privée, président de l'association des forestiers méditerranéens, donc vous cumulez les présidences, c'est-à-dire aussi les compétences. Vous avez donc entendu Madame Aspe souligner que notre perception de la forêt n'était pas indépendante de notre statut, notre catégorie professionnelle, même si aujourd'hui les préoccupations en termes naturels prennent souvent un peu une importance qu'elles n'avaient pas. Vous avez entendu M. Venetier vous annoncer des catastrophes à court terme. Bon, vous avez entendu M. Solano expliquer qu'il était important d'avoir des coopérations et des échanges. Bon, la propriété privée forestière est souvent critiquée. On estime que les propriétaires n'entretiennent pas leur terrain, on estime qu'ils sont responsables des incendies, on estime que finalement la forêt privée est mal gérée. Alors, qu'en pensez-vous? Quel est d'après vous l'avenir de la forêt méditerranéenne et par la même occasion l'avenir de votre présidence? Dans 3 ans, je suis atteint par la limite d'âge. D'accord. Bon, déjà, je voudrais rectifier une chose. Je ne suis pas un expert. Je suis un propriétaire forestier de base. Alors certes, depuis 12 ans que je suis président du CRPF, j'ai appris quand même un certain nombre de choses. Puis je connais quand même assez bien mes collègues, mes partenaires, mes amis propriétaires forestiers. Alors je vais commencer je vais rebondir sur les derniers propos de mon voisin, qui disait qu'il fallait effectivement, face à l'adversité, on allait avoir besoin de tous les acteurs. Alors il y a des acteurs dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, à part vous, monsieur. Ce sont les propriétaires forestiers. Pour ne parler que de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous sommes 220 000. Alors certes, il n'y en a que 20 000 à peu près qui sont propriétaires de 4 hectares et plus, et cette forêt est très morcelée. Mais ces 20 000 propriétaires, contrairement à cette idée reçue que vous avez relatée à l'instant, ne sont pas complètement laxistes, loin de là. Alors parfois, ils sont un petit peu perdus, ils ont besoin d'être orientés, etc. Mais les propriétaires forestiers, quelle que soit la surface de leur propriété, les plus souvent sont des passionnés et ont leur propriété à cœur. Et donc ce sont des acteurs incontournables. Je disais l'autre jour à notre préfet de région, est-ce que vous avez les moyens, monsieur le préfet, d'embaucher 20 000 fonctionnaires pour vous occuper de la forêt de notre région? Bien évidemment non. Donc il faut s'appuyer sur ces propriétaires. Il faut les orienter. On va avoir besoin de toutes les bonnes volontés et ils sont disponibles. Alors, certes, il faut quelques moyens pour les aider. L'établissement que j'ai l'honneur de présider, effectivement, a pour fonction d'orienter la gestion forestière. Bon, j'espère qu'on nous laissera quelques moyens, parce qu'ils sont en train de c'est un petit peu la peau de chagrin depuis quelques années. C'est un outil indispensable et qui fonctionne parfaitement bien. Donc, nous allons faire le nécessaire pour que les propriétaires soient réactifs. La forêt privée, avec ses faibles moyens, a quand même toute une organisation, que ce soit le syndicalisme ou les coopératives, qui permettent de faire des interventions tout à fait efficaces. Alors on a besoin des experts, effectivement, pour nous guider un petit peu. Alors je vais vous donner mon sentiment, moi, de propriétaire, face à ce que je peux constater et ma réaction devant le changement climatique. Alors il est vrai qu'on l'a constaté. Moi, je circule dans la forêt familiale depuis que je suis gamin, depuis mon adolescence, etc. C'est vrai que la température a augmenté. Je me souviens des vacances de Noël où il faisait moins 10, moins 12 tous les jours, c'était gelé. C'est rarement le cas maintenant. Donc il y a une élévation de température. Par contre, depuis 2 ans en particulier, il y a des précipitations considérables. J'ai pu constater ces dernières années que toutes les coupes de taillis de chêne que j'ai fait, cette année, elles ont pris au moins 20 cm. C'était quelque chose de considérable. Les pins d'Alep qui ont été évoqués, je pense qu'ils ont récupéré leur masse foliaire depuis 2 ans. Alors, je ne sais pas qu'en penser. L'année dernière, le CNPF va organiser un séminaire justement sur le changement climatique. Et j'avais posé la question suivante au directeur de Météo France. Je dis, on parle toujours d'élévation de température. Ça, c'est un fait, on ne peut pas le nier. Et les précipitations, qu'est-ce que ça va devenir? Si ça continue comme ces jours-ci, on va avoir une forêt tropicale ici. Alors, et personne, il m'a dit, effectivement, on n'en sait rien. Alors, je ne sais pas si vous confirmerez, mais bon, on verra. Alors, le propriétaire forestier, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça? Bon, on observe. On essaie de s'adapter, on fait au mieux. On fait une gestion que je qualifierais de bon père de famille pour la plupart. Vous savez, ce terme, c'est un terme
du code rural, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que comme nous sommes des passionnés, on regarde ce qui se passe, on essaie de réagir. Moi, j'ai anticipé sur des coupes de taillis de chêne qui avaient une cinquantaine d'années, parce que justement, après les sécheresses de 2003 et 2007, jusqu'à 2007, ça avait été terriblement périclité, parce que plus les arbres sont gros, plus ils ont besoin d'eau. Mais finalement, maintenant, je vois que la réaction est bonne. Donc, on va essayer de s'adapter. On aura besoin des conseils des experts. Mais bon, qu'est-ce que ça sera? Je ne sais pas. Je ne veux pas être pessimiste, parce que finalement, notre forêt n'a jamais été aussi, je dirais, importante et luxuriante. Alors, parce qu'on l'exploite moins qu'autrefois. L'autre jour, je suis retombé sur une photo qu'avait fait mon père en 1954. Je ne reconnaissais pas le petit cabanon de chasse que j'ai au milieu des bois. Il n'y avait pas un arbre autour. C'était tout pelé. Tout simplement parce que la forêt méditerranéenne était très exploitée jusque dans les années 50. Et surtout au sortir de la guerre, parce qu'on a utilisé le bois pour beaucoup de choses, elle a pris une ampleur considérable. Donc, si on régresse, nous verrons bien, on essaiera de s'adapter. C'est la capacité essentielle de l'homme, hein, qui fait que son cerveau est supérieur à bien d'autres, c'est notre capacité d'adaptation. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas être pessimiste, hein. Par contre, effectivement, on a besoin de soutien. Les dossiers comme ceux sur lesquels nous avons travaillé, que ce soit Sylvamed, Medland, comme disait mon ami et voisin, M. Bonnier, c'est un peu le marché aux puces. Effectivement, on peut y trouver tout ce qu'on veut, etc. Bon, ben pourquoi pas. N'empêche que ça nous a appris, je le dirai peut-être ce soir en finale, ça nous a appris à travailler ensemble, à réfléchir ensemble, et à se poser des bonnes questions, à collaborer, à s'estimer les uns les autres. C'est tout à fait considérable. Alors par contre, il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure dans une présentation. On avait l'air le seul moment où on a parlé des propriétaires forestiers, c'est de dire que peut-être il fallait quand même faire attention parce qu'il pouvait y avoir des actions qui soient pas très bonnes pour la biodiversité ou pour la forêt. Alors j'ai peut-être mal compris parce que je ne suis pas un expert en anglais, même compris à l'écrit, mais je m'inquiète un peu de cette vision des choses. C'est une erreur de traduction. Comment? C'est une erreur de traduction. C'est une erreur de traduction, j'espère. Mais les deux personnes qui ont évoqué ça me le diront de vive voix. J'espère que c'est le cas. Bon, Merci. Voilà. Merci beaucoup.